Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette conférence. Nous allons pendant 30-40 minutes parler aujourd'hui de projet d'aménagement du parc forestier de Dakar-Yov avec Monsieur Makenian qui est architecte de formation, qui va un petit peu se présenter plus tard et nous parler de ce projet qui est fort intéressant et qui suscite beaucoup de débats dans ce secteur aujourd'hui. Donc, merci de nous rejoindre dans cette conférence-là, donc organisée par AFSI International et en partenariat avec AML Service. Donc, je laisse à Monsieur Lo la parole pour commencer la conférence. Merci beaucoup, Monsieur Anne. Merci également à Monsieur Nian, n'est-ce pas, d'avoir voulu gentiment participer à cet important thème hein, qui est également qui est aujourd'hui un thème, je dirais, extrêmement important dans la vie de notre pays. Et il s'agit justement d'un aménagement du parc, n'est-ce pas, forestier Dakar-Yoff, situé au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Alors, toujours un peu, hein, il faudrait peut-être à notre niveau qu'on essaie de camper un peu le débat avant d'arriver dans le vif du sujet. Il est quand même notoire qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on a remarqué qu'il y avait une forte concentration de la population au niveau des différentes capitales, notamment au niveau des capitales régionales et notamment au niveau de la capitale sénégalaise à Dakar. Et présentement, on a constaté qu'il y avait une très très forte pression foncière hein, au niveau de la capitale. La capitale aujourd'hui est carrément agressée, n'est-ce pas, par une surexploitation de son espace urbain. Et il serait quand même important qu'on essaie de faire une petite lecture par rapport justement à aux causes de cette agressivité et voir dans quelle mesure justement ce parc-là pourrait résoudre un certain nombre de problèmes au niveau de la capitale. Bon, c'est vrai qu'il y a de très très rares points verts hein, au niveau du Sénégal, notamment au niveau de la zone des Niayes. Qui est également à ce niveau hein, menacé quand même par une certaine pression foncière qui est très très aiguë. Et au jour d'aujourd'hui, nous parlons quand même d'un sujet qui est important et qui est une solution quand même à ce problème de verdure et d'espace vert au niveau de Dakar. Et ce serait quand même opportun, n'est-ce pas, à travers l'échange que nous allons avoir avec M. Makenian, je le rappelle, qui est architecte, chercheur et enseignant et vice-président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Il viendra tout à l'heure sur, n'est-ce pas, ses différentes fonctions lors de sa présentation et également nous présenter un peu son cabinet. Alors, nous parlons aujourd'hui d'aménagement forestier. Nous savons hein, qu'au niveau des stratégies de planification et de gestion du développement de nos villes, il est important quand même qu'on renforce la prise en compte de nouveaux aménagements paysagers. Et pour le cas de Dakar, nous avons récemment eu cette information comme quoi voilà, Dakar va bénéficier au moins de 10 hectares d'espace vert qui va se constituer comme étant un poumon vert. Alors, ce parc forestier-là va évidemment remplir plusieurs fonctions, notamment des fonctions écologiques, des fonctions économiques, sanitaires, sociales et culturelles. Et nous entendons par là, évidemment, bon, une certaine oxygénation, la filtration et l'épuration de l'air ambiant, l'insonorisation, l'atténuation de la pollution atmosphérique surtout, la séquestration du carbone, hein, la préservation de la biodiversité faunique et végétale. On a comme conséquence également l'amélioration de la santé hein, par la pratique sportive, c'est important dans ce genre d'environnement, et la réduction du stress et de l'anxiété. Alors, je voudrais dire que c'est quand même important, l'intégration de cet aménagement au niveau de la zone de Dakar. Et ce sera une alternative, n'est-ce pas, à cette bétonisation quand même qui est en train carrément de dessiner la capitale. Lorsque vous vous intéressez au niveau de Dakar, vous ne voyez que du béton. Et il y a très peu d'espace vert. Et ce sera intéressant quand même que nous puissions, à travers justement cet échange-là avec M. Makenian, que nous revenions un peu sur l'importance quand même dans l'aménagement paysager d'avoir des espaces verts, des poumons verts, comme on dit dans le jargon, pour pouvoir améliorer la qualité du cadre de vie urbain. Alors, tout d'abord, je souhaiterais à M. Makenian de se présenter à l'audience qui nous suit. M. Makenian, bonjour. Bonjour, M. Lo, et bonjour notre ami de l'FC. Je crois qu'on n'a pas affiché son nom, on a affiché juste l'organisme que j'ai son nom tout à l'heure.
Mais en tout cas, je vous remercie d'abord pour l'invitation et puis la vigilance de l'eau qui suit l'actualité et qui est dans une dynamique d'accompagnement. Comme je disais tout à l'heure, je marque beaucoup d'intérêt pour ces initiatives, puisqu'en fait, j'ai toujours considéré que l'innovation ne peut fonctionner que quand il y a un décloisonnement. Et ce que vous faites là, qui est de la communication professionnelle, nous êtes un peu les professionnels du secteur de se décloisonner et de communiquer. Donc, vous voyez bien que vous avez un rôle stratégique à faire et que vous êtes en train de faire et qui fait que j'ai beaucoup d'intérêt à collaborer avec vous. Cela dit, bon, architecte, d'accord, depuis diplômé d'école spéciale d'architecture de Paris en 1980. Bon, ça commence à faire un bout de temps. Donc, j'ai pratiqué le métier, j'ai fait beaucoup de réalisations au Sénégal, beaucoup de recherches en matière d'innovation sur les systèmes de construction, des réalisations architecturales comme la Grande Mosquée de Touba, son extension et tout. J'en ai fait pas mal, des bureaux d'habitation. Donc, quand même, j'ai pratiqué mon métier. Et puis, un rôle d'enseignant dans les écoles d'architecture à travers le monde. Et puis, consultant de certaines organisations internationales en matière d'efficacité énergétique et beaucoup travaillé dans l'élaboration de beaucoup de normes de construction. Ça, c'est ma casquette de vice-président de la normalisation au Sénégal. Et puis, sur l'énergie dans le bâtiment, à travers l'UOMOA, la CDAO. Donc, en fait, j'étais vraiment en plein dans cette dynamique, encore une fois, d'élaboration de tout ce qui est développement durable. Et j'ai beaucoup participé aux négociations internationales à travers le ministère de l'Environnement, etc. Donc, vous voyez bien que j'ai des activités assez diversifiées et qui me permettent, quand j'interviens dans un projet, encore une fois, d'avoir tous les repères et qui me permet de faire la synthèse. Concernant les questions du cadre de vie au Sénégal, moi, je raisonne toujours par rapport à toutes les échelles de la planification. Une problématique posée chaque fois, même si c'est sectoriel, il faut l'analyser de manière croisée par rapport aux échelles de planification qui commencent par l'aménagement du territoire. Après, vous aurez l'urbanisme, l'architecture, la construction et le paysage. Vous voyez bien que ces 5 échelles-là sont imbriquées. Et la grande difficulté au Sénégal aujourd'hui, même dans le monde, on avait eu dans la pratique professionnelle des pratiques, j'allais dire, en cascade. En cascade veut dire on planifie d'abord à l'échelle du territoire. Dakar, c'est la capitale du Sénégal, donc c'est l'aménagement du territoire. C'est à ce niveau-là qu'il faut l'apprécier et que l'ensemble des difficultés que Dakar a, c'est les difficultés du Sénégal qui se concentrent au niveau de Dakar en se cristallisant. Donc, il faut le savoir que Dakar, c'est la capitale, donc c'est une échelle d'aménagement du territoire. Et si vous êtes à Dakar, vous voulez intervenir, vous êtes dans une dynamique d'urbanisme. Et si vous faites une petite échelle, encore une fois, comme le parc, là, vous êtes dans l'architecture. Et quand vous êtes dans le parc, il faut construire, vous êtes dans la construction. Et après, mais dans tout ça, une cohérence dans le paysage, etc. Vous voyez bien que à chaque fois que vous intervenez, vous devez interpeller toutes les échelles de la planification. Si vous ratez une échelle, le système va s'emballer. Et justement, Dakar a des difficultés parce qu'on a du mal à trier les échelles de planification. Donc voilà, déjà, c'est une approche méthodologique à travers les différentes échelles de planification. C'est que chacun planifie de son côté et après, on ne sait plus quelle est l'échelle la plus pertinente pour agir. Et là, c'est des conflits d'échelle. Et quand il y a conflit d'échelle, vous voyez, vous avez le désordre. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Conflit d'échelle et désordre. Chacun planifie, au bout du compte, ça ne marche pas. Imaginez, on dit, bon, l'aéroport de Dakar, aujourd'hui, est devenu militaire, il reste de la place. Un nouvel aéroport, on dit, écoute, cette zone-là est une zone foncière. Les activistes disent, mais c'est l'ensemble de l'aéroport qu'il faut transformer en espace vert. 600 hectares. L'État dit, écoute, moi, je prends 10 hectares et j'en fais un parc. Le reste, c'est du foncier, c'est de la construction. Donc, déjà, il y a un débat, une difficulté à ce niveau-là, d'une bonne compréhension de tous les acteurs. Cependant, quand le concours est lancé, mais encore une fois, nous, en tant qu'architectes, on a des concours internationaux d'architecture, mais nous, en tant qu'architectes sénégalais, c'était l'occasion de nous positionner et de lancer le message. Alors, c'est vrai que quand on fait un concours, il y a un cahier de charge. Mais le cahier de charge qu'on a reçu, en fait, ça n'a pas été dit clairement, mais en fait, c'est un concours d'idées. Mais ça n'a pas été dit. Mais quand vous regardez les thèmes de référence, vous verrez bien que c'est un concours d'idées, parce que, encore une fois, on vous donne aucun programme précis, on vous donne juste des objectifs à atteindre. On vous dira, il faut de l'écologie, on vous dira, il faut de l'économie, de la santé, du sport et des loisirs. Mais on ne vous dit pas quel est le contenu du côté écologique. On n'a fait que lister des problématiques. On vous dira c'est de l'économie, mais on ne vous dira pas quelle activité économique doit avoir le parc. Ce n'est pas clarifié. On vous dira c'est des loisirs, mais quels loisirs pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Rien n'est défini. On vous dira du sport, mais quel sport à privilégier non plus. Donc, encore une fois, c'est un concours d'idées
qui n'a pas dit son nom, mais nous autres, on s'est engagés, parce que c'est ça l'entreprise, il faut prendre le risque de rencontrer un peu le jury. Donc, c'était extrêmement difficile de faire un projet. Cependant, c'était bien, comme je dis toujours, il ne faut jamais faire la chaise vide. Je dis avec l'architecte, quelle qu'en soit la situation, on doit avoir un positionnement et que le projet qu'on aura réalisé puisse contribuer à la réflexion. Gagner le concours, c'est l'idéal pour tout le monde, mais encore une fois, avoir participé, comme on dit dans les Jeux olympiques, c'était de participer et à l'occasion de donner des grands principes, des directives et une contribution. C'est ça un peu qui nous a motivés et que justement, c'est la pertinence de votre invitation va dans ce sens-là. Ça veut dire que nous étions là pour contribuer à la réflexion et ce que vous faites aujourd'hui avec moi, c'est exactement très apprécié. Ça rentre dans 3 lignes de nos préoccupations, de communiquer ce qu'on a fait pour que les gens partagent des idées, les innovations et les inventions. Et dans cette dynamique-là, le Sénégal pourrait s'en sortir. En définitive, que tout le monde y gagne. Pour moi, celui qui a gagné, c'est le site. Mais l'enjeu, c'est les idées qui ont été élaborées à travers ce concours. Mais toutes les idées, je dis toutes les idées de tous les 15 participants, c'est ça qui m'intéresse et que ce soit partagé et diffusé et que la population sénégalaise ait d'abord une culture de l'architecture et de la construction pour que la population en dernier ressort puisse exprimer ses besoins. Et c'est ça l'enjeu. Le politique donne des visions, mais c'est de répondre aux besoins des populations. Et c'est ça l'enjeu entre le politique et la population. C'est le professionnel qui doit faire le relais. Et c'est ça à quoi je crois. Et c'est pour cela que je suis très content d'être avec vous pour discuter de ces questions-là, de quelle façon on les a abordées et de quelle façon on souhaite les exploiter, les valoriser un peu partout au Sénégal et à travers l'Afrique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Niang, pour cette introduction. Alors, vous avez quand même dit un certain nombre d'éléments dans votre présentation. Tout à l'heure, vous disiez justement que chacun planifie de son côté. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'aujourd'hui, normalement, c'est l'État qui doit planifier à travers une agence comme l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il y a une certaine anarchie, justement, quand vous dites que voilà, tout le monde, chacun planifie de son côté? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que les méthodes de travail dans le monde entier ont changé. La méthodologie en cascade, c'est-à-dire à chaque échelle, quelqu'un planifie et après il donne des directives à celui qui suit. Le territoire, on dit l'aménagement du territoire. Mais en ce moment-là, ceux qui aménagent le territoire font leur plan et imposent leur vision à l'échelle qui suit, qui est l'urbanisme. L'urbanisme aussi planifie, impose ses principes à l'architecture. L'architecte planifie, impose ses principes aux constructeurs, aux ingénieurs et à l'entreprise. Et l'entreprise, à dernier ressort, c'est lui qui construit. Mais cette façon de travailler, et puis à la fin, c'est la population qui habite. Oui. D'accord? Cette façon de travailler, j'ai dit, est périmée et dépassée. Très bien. Aujourd'hui, nous fonctionnons ce qu'on appelle en parallèle. Les choses fonctionnent non pas en cascade successive, mais en parallèle, en réseau. Le monde n'est plus hiérarchisé de cette façon. C'est que cette hiérarchisation fonctionne en politique et dans l'administration. Mais cette façon de travailler ne fonctionne pas dans la société civile. Le monde ne fonctionne plus de cette façon. Quand vous faites un avion, par exemple, mais l'avion est réparti. Le cockpit est fait en Espagne, le réacteur aux États-Unis, etc., dans le monde entier, et on fait de l'assemblage. Mais tout ce monde-là travaille en parallèle. Et les outils informatiques permettent aux gens, comme aujourd'hui nous sommes en train de travailler là où je vous parle, je suis à Dakar, l'eau est quelque part ici, monsieur, vous êtes de quelque part, mais nous sommes en train de travailler en parallèle, n'est-ce pas, avec les outils informatiques. C'est cette façon de travailler là, ce qu'on appelle l'ingénierie concurrente ou convergente ou simultanée et parallèle, cette façon de travailler, c'est celle-là qui marche aujourd'hui. On gagne du temps, on gagne en efficacité, on fait les simulations en va-et-vient pour vérifier, mais au bout du compte, tout le monde se retrouve à la même ligne de départ et tout le monde se retrouve à la même ligne d'arrivée. Ça, c'est une nouvelle façon de travailler et ça, c'est dans l'industrie que ça se passe. Or, les politiques ne connaissent pas cette façon-là. Les politiques, ils sont dans une hiérarchie, président de la République, le ministre, et puis ça descend. Et le citoyen en dernier ressort. Et le feedback du citoyen, on l'attend aux élections. C'est sur la base de la démocratie. Cette façon de travail est périmée et ça ne marchera pas parce qu'il y a toujours un conflit où les gens, encore une fois, ne sont pas au courant. On fait un parc, mais quel est le besoin de la population qui a exprimé le besoin du parc au niveau de cette zone? Cette zone-là n'est pas encore habitée. Et on dit le parc sera là-bas. On dit le parc est là-bas parce qu'il y a de la place. L'urbanisme, ce n'est pas une urbanisme de place. C'est-à-dire que chaque fois il y a une place quelque part, on dit qu'est-ce qu'on met là. C'est pas ça l'urbanisme. La planification, elle est globale, intégrée, etc. Donc, vous voyez bien que déjà, moi-même, le fait de dire que le parc sera là-bas, pour moi, c'est pas jouable. Quand, par exemple, les activistes disaient
oui, l'aéroport, on doit faire un espace vert. Mais moi, je n'étais pas d'accord. C'est pas parce que c'est vide qu'il faut un espace vert. C'est pas justifié. Parce que dans cette zone-là, il y a des villages traditionnels, il y a Yoff, Ngor, etc. Mais est-ce qu'on a demandé le village de Ngor, de Yoff, etc., de faire leur extension au niveau de ces espaces pour vivre? Parce que tous ces villages-là sont en train d'étouffer par rapport à l'urbanisation. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que même le choix de dire qu'on fait un parc là-bas n'est pas justifié. C'est parce que c'est vide, or que l'urbanisme n'est pas de combler des espaces vides. C'est ça un peu qui a créé la cohérence, l'incohérence et qui a les difficultés. Cependant, l'urbanisme aussi, il y a des ajustements à faire. Ajustement veut dire qu'au quotidien, les gens ont des difficultés. Et moi, la difficulté qui commence quand on vous dit espace vert, c'est la petite échelle de la maison. Par exemple, il y avait un grand journal, pour ne pas le citer, Le Monde, me demandait mon avis sur le choix de l'aéroport pour faire là-bas un parc. Mais je lui dis, moi, mon débat n'est pas là. Mon débat, c'est comment restaurer la cour sénégalaise dans la maison, dans la typologie de l'habitat traditionnel. Mais l'arbre était au cœur de la maison. Donc, si, par exemple, dans l'évolution de l'architecture, on a supprimé la concession veut dire une maison était structurée autour d'un centre et autour de ce centre-là, il y avait un arbre. Mais ça, c'est toujours valable dans les régions, M. Nyon, pour ne pas vous couper. Vers l'habitat moderne, et là, ce qui fait que la cour sénégalaise a été supprimée, a été remplacée par le jardin colonial. Aujourd'hui, vous avez à la SICAP, vous avez un jardin en face et vous avez une cour à l'intérieur. C'est ça. Aujourd'hui, la cour a disparu dans les maisons et vous avez des immeubles partout. Donc, la question qui se pose, vous allez minéraliser l'ensemble des maisons, vous supprimez les arbres partout. Allez à Usine Niaritali, par exemple, mais c'est des parcelles de 7,50 m sur 15 ou 10. Allez sur ces buts-là, il n'y a aucun arbre. Ça veut dire que dans la ville, aujourd'hui, on a coupé l'ensemble des arbres et on pense compenser les arbres au niveau des maisons à travers un parc géant. Non, la question c'est quoi? C'est de restaurer la cour sénégalaise dans les maisons, planter les arbres dans les maisons ou devant les arbres, c'est ça la priorité. Et le parc est une haute échelle. Si vous parlez de la planification des échelles, la première échelle de verdissement, c'est dans la maison. Deuxième échelle, c'est la rue. Et troisième échelle, c'est la place publique. Et après la place publique, vous avez le parc plus général. Vous voyez que rendre vers le pays, la ville, la cité, c'est de commencer par dans la maison. Et après, la rue, la place du quartier et maintenant le parc. Aller à l'échelle du parc. Ne pas revenir sur la maison est problématique. Et vous voyez bien que nous, quand on a travaillé sur le parc, on a essayé de dire que le parc est représentatif de toutes les échelles en amont. Et dans ce parc-là, on a fait un espace pédagogique pour ramener la verdure dans les maisons. Oui, nous avons fait un mouvement inverse, c'est-à-dire le fait d'avoir participé à ce concours-là, nous avons donné plusieurs pistes pour redescendre sur les échelles, disons, de la cité. Qui fait que, et j'anticipe sur notre projet du parc, au lieu de faire du parc un enclos veut dire avec un muraille ou un mur fermé, nous avons restitué des places à l'ensemble des habitations environnantes. C'est-à-dire que nous avons extrait dans les surfaces du parc 8 places qui fait que les habitants du riverain puissent accéder à des places sans rentrer dans le parc. Vous voyez, voilà la nuance là, puisqu'il y a un déficit d'espace public, je dis à l'échelle de la cité, parce que le parc c'est à l'échelle de la ville. Nous avons restitué tout autour du parc des places publiques, des aires de jeu pour les enfants du quartier. D'accord? Et après, une fois qu'on va dans le parc, on change d'échelle. On crée des placettes, c'est-à-dire tout ce qui manquait dans la cité, on l'a reconstitué dans le parc pour que le parc soit à l'échelle de la cité. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire dans le concept global. Ça rentre dans le détail, je pourrais rentrer dans le détail si vous le souhaitez, mais c'était pour dire que le parc est un espace, j'allais dire, pédagogique pour restituer toutes les échelles, toutes les petites échelles de planification à la cité de proximité pour que justement que les gens, les riverains, n'aient pas ce besoin de rentrer dans le parc, mais ils ont des placettes qui les ont octroyées et qui y vont automatiquement rentrer dans le parc. Et le parc, maintenant, ce sera un citadin lambda de Dakar qui pourra s'y rendre, mais le citadin de proximité
ira quand le voudra, mais déjà il y a de l'espace qui a été restitué. Voilà un peu grosso modo déjà l'esprit, non pas de l'architecture, mais de l'échelle de la planification territoriale et l'échelle de l'urbanisme que je peux dire dès le départ à ce niveau-là, et je parlerai maintenant de l'architecture et de la construction après. D'accord, très bien. C'est intéressant tout ce que vous avez développé. On a quand même, on vous a écouté pour développer sur les enjeux et également les différentes échelles de planification. Maintenant, en fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, monsieur Niang, très rapidement, si je vous entends, normalement, l'aménagement de ce parcours forestier-là, si on vous comprend, qui n'est peut-être pas pertinent au niveau de cette zone-là de Dakar, pensez-vous que c'est plus une décision politique qu'écologique? Non, mais comme je l'ai dit, en fait, quoi qu'il arrive, la décision politique s'imposera toujours, mais ça dépend de quel citoyen on a affaire. Parce que la question de la société civile, c'est bien, mais moi, le citoyen, c'est l'habitant du quartier. Malheureusement, les citoyens de l'habitat du quartier ne sont pas structurés, malheureusement, pour gérer leur cadre de vie. Parce qu'ils n'ont pas cette initiative-là, parce que nous sommes, la ville commence à être dans l'anonymat. Comme vous le savez, votre voisin d'appartement, vous ne le connaissez pas. D'accord, vous ne pouvez pas donc envisager quoi que ce soit. D'accord, et donc, voilà une difficulté déjà, que le citoyen, en tant que tel, son espace l'a tellement conditionné qu'il est obligé de fonctionner d'une manière individuelle. À partir du moment où vous faites des appartements, et on pense que c'est neutre, c'est pas vrai. L'appartement est là pour individualiser les gens. Vous ne pouvez pas être dans un appartement et vous voulez jouer de la sociologie ou du social, sinon le voisin vous dira que vous êtes curieux. Et même quand vous êtes dans l'escalier, quand le voisin vous entend, il ferme sa porte, il ne veut pas vous rencontrer. D'accord? Parce que chacun veut s'approprier de l'espace tout seul. Mais quand quelqu'un est là, il se cache et ensuite il part. Donc, ces espaces-là, c'est fait pour diviser les gens. C'est pour cela que je dis que la conception sénégalaise, avec la cour au centre, mais vous ne pouvez pas éviter le voisin. Et vous avez un intérêt commun autour d'un arbre. Cette symbolique-là, de vous retrouver dans ce que j'appelle la cour, qui est un espace de socialisation. L'escalier n'est pas un espace de socialisation. L'escalier est un espace de division. Parce que chacun veut tout seul utiliser l'escalier. Donc, cette conscience citoyenne-là, d'ensemble, de dire voilà ce que nous voulons et de remonter vers l'eau, déjà, l'architecture telle qu'il est construit et telle qu'il est dans cette dynamique-là va l'empêcher. C'est pour cela qu'il faut repenser notre typologie d'habitat pour, si nous voulons que les citoyens puissent émerger, etc., considérer qu'il nous faut resocialiser le Sénégalais à travers une cour plantée d'arbres et qu'en ce moment-là, à chaque échelle, vous avez cet espace-là. Mais si vous n'avez pas ces échelles de transition-là, faire le grand parc, les Sénégalais n'ont pas cette pratique d'utiliser les grands parcs. Les Européens le font, mais ils le feront toujours de manière individuelle. Or, si vous créez d'abord au niveau de la maison une cour, ça veut dire que si on impose dans les lotissements, en disant que si vous faites un lotissement, chaque fois vous avez 10 parcelles, une parcelle sera laissée que ce soit une cour commune, entretenue par les gens. Si la réglementation l'impose, vous verrez bien qu'on aura ces petites échelles d'espace vert qui vont grandir jusqu'au parc. Mais si vous faites le parc et que vous n'avez pas ces éléments-là, les Sénégalais n'ont pas cette pratique d'aller dans les parcs. D'ailleurs, je m'excuse d'utiliser un mot. Donc, souvent, quand vous faites un enclos parc, souvent, ce sont les personnes maladies mentales qui s'y retrouvent. Faites l'expérience, vous verrez bien que ce sont des gens malades mentales qui se mettent dans des parcs et quand quelqu'un le voit, il a peur d'y aller. Ce qui fait que le parc, souvent, c'est des enclos fermés. Les gens ne pratiquent pas les parcs parce qu'il manque les différentes échelles de planification qui permettent de la cour, de la place du village ou de la cité vers le parc. Ces échelles-là manquent et ce sont ces échelles qui manquent qui fait que la transition n'existe pas et que les gens n'auront pas cette pratique de le faire. Voilà un peu grosso modo. Et ce sont les Européens qui, justement, cet esprit de parc-là, c'est les Européens qui fonctionnent dans ce sens. Et même quand ils y vont de manière individuelle. Raison pour laquelle on leur fait des petits sentiers comme ça, chacun se balade dans des sentiers, etc., mais individuellement. Donc ici au Sénégal, nous n'avons pas cette approche individuelle de l'espace. Nous avons une approche collective de l'espace qui fait que les rues dakarois sont remplies de gens. Il n'y a pas de place publique. Si on avait aménagé des places publiques, etc., mais les gens ne vont pas encombrer les rues. Et cet encombrement des rues crée les embouteillages et on oublie, c'est parce qu'on n'a pas créé les espaces intermédiaires qui fait que bon, l'espace global ne respire pas. Je pense qu'il faut restaurer l'espace, les espaces intermédiaires pour que le grand parc puisse avoir son sens. C'est pour ça que nous, quand on a fait le parc, on a décomposé un espace intermédiaire pour retrouver toutes les planifications de l'espace public pour que le parc puisse avoir son sens. Mais le parc tel qu'il est géant, gros comme ça, qui n'a aucun rapport avec son environnement, pas sûr que ça puisse fonctionner normalement. Très bien.
Très bien, monsieur Niang, merci beaucoup pour ces explications et ces éclaircissements. Maintenant, venons-en justement à l'aménagement de ce parc forestier. On sait que l'État du Sénégal avait lancé dernièrement un concours international d'architecture et beaucoup de cabinets d'architecture ou bien de groupements de cabinets ont participé justement à ce concours-là, dont votre cabinet, n'est-ce pas? Alors, je voudrais savoir justement quels ont été les résultats de ce concours-là. Est-ce qu'il y avait suffisamment de cabinets d'architecture sénégalais notamment qui ont été impliqués? Et par rapport justement au terme de référence dont vous faisiez allusion lors de votre introduction, est-ce que tous les éléments étaient bien inclus pour que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments d'appréciation pour avoir vraiment pour présenter vraiment votre projet d'aménagement? Bon, voilà. Encore une fois, je vous ai dit qu'on a participé à ce concours-là de manière patriotique, malgré les insuffisances. Nous sommes de tout oui. Hein? Oui, d'accord. Donc, je disais donc on a participé dans ce concours de manière patriotique, même malgré les insuffisances qu'on voit dans les références. Comme on dit, on prend ce risque-là pour y aller, mais l'idée, c'était de contribuer au débat. Et évidemment, tout le monde, quand on compétit, c'est pour gagner. Même si on n'a pas gagné, on félicite, disons, les lauréats, hein, parce que c'est des confrères, et qu'on leur souhaite bonne chance, que ça puisse se réaliser. Mais ce qu'on peut en tirer déjà au niveau donc de la participation, c'est que on nous a notifié les résultats, on nous a donné des résultats, bon, voilà, qu'on a acceptés. Mais ce qui nous a un peu gêné, c'est qu'on n'a pas fait l'exposition de tous les projets. Parce que vous savez, quand on dit concours international, quand il y a des résultats, on choisit ces résultats, mais on expose les projets. Qu'est-ce que c'est qu'exposer les projets? Mais c'est que les gens puissent, j'allais dire, apprendre des uns et des autres, c'est-à-dire qu'on puisse s'améliorer. Parce qu'on a gagné, celui qui a gagné doit savoir sur quoi il a gagné, mais quand on a perdu, mais celui qui a perdu doit savoir sur quoi il a perdu. Ça, c'est pas le cas. Donc, les projets n'ont pas fait l'objet d'exposition publique pour que les uns et les autres puissent se positionner et que la population aussi puisse regarder les projets, les apprécier. Comme je l'ai dit, non pas un deuxième jury, il n'y a pas un deuxième jury, mais la question, c'est d'apprendre des uns et des autres et de comprendre qu'une problématique posée de cette façon, il peut y avoir plusieurs solutions. Et c'est ça le côté enrichissement de ça. Vous trouverez par exemple des projets qui ont eu la même idée sur le même problème, mais qui n'ont pas exprimé de la même façon. Vous aurez des projets qui s'opposent sur certaines choses, etc. Donc, c'est cette dynamique-là qui est tellement intéressante sur le plan scientifique et qui est enrichissant pour permettre aux gens de s'améliorer et puis d'amorcer un débat, comme je viens de faire avec vous, un débat sur la question de la pertinence disons, de ce parc-là, les différentes échelles qui manquaient, comme je viens de le dire, et en même temps de savoir les coûts, parce qu'il y a eu un coût. Est-ce que les coûts, il y a du simple au double? Ça, on ne le sait pas. On est censé savoir quand même le coût, celui qui l'a gagné par rapport à mon coût, est-ce qu'il est de moitié, etc., etc. Donc, tous ces éléments de comparaison, c'est je vais dire, à la discrétion du jury, mais nous autres participants, on n'a pas ces éléments-là. Donc, normalement, la vraie transparence, c'est ça. Si on se souvient, il y a 30 ans, il y avait le concours international sur le mémorial de Gorée, mais quand on dit même concours international, ça renvoie à un jury international. Ce n'était pas le cas. Le jury, là, c'était un jury national. Et quand on dit concours international, vous devez avoir, j'ai dit, la validation, le label de l'Union internationale des architectes, d'accord? Et c'était le cas du concours du mémorial de Gorée. Presque 250, plus que ça, de projets ont été proposés. L'ensemble de ces projets-là ont été exposés à la Foire de Dakar. Et moi-même, voilà, à l'époque, ben, j'ai fait le tour de l'ensemble. Et le projet gagnant, j'ai apprécié. Donc, encore une fois, transparence au niveau d'exposer les projets, d'en faire un rapport, et qui fait que les gens auront le plaisir de le faire. Donc, ça n'a pas été fait. Et ça n'exclut pas aussi que l'ordre des architectes vers les architectes du Sénégal, de proposer à là aussi, il ne peut pas imposer quelqu'un de poser son projet. Il pourrait demander à ceux qui souhaitent exposer, qu'on puisse l'exposer, le débat, apprendre des uns et des autres, et ça a manqué, mais encore une fois, cette occasion que vous donnez, de cette dynamique de communication, de clarification, d'apprentissage que les gens comprennent, même ce qui n'est pas dans le concours d'analyse, je vais analyser dans le concours. Vous dites qu'on aura quand même beaucoup apprendre des uns et des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel travail dans cette élection? On nous a donné 15 jours, il y avait du boulot à faire, il y avait des investisseurs, beaucoup plus savent de l'argent, qui sont dedans, et donc, un gagnant, 2 secondes,
puis les autres, encore une fois, donc, demander de vous appeler. Alors, ça, un d'ici que je vous en parlerai, puis moi, j'ai une exposition et que les gens puissent débattre, que, comme j'ai dit, écouter moi, je ne suis pas dans cette époque des écoutes. Je félicite d'être réalisé. Il faut quand même débattre des grandes idées, d'innovation et des inventions que je peux vous dire que moi, à travers ce concours-là, j'ai fait beaucoup d'efforts, de recherche, d'innovation, mais qui me semble que c'est pas le fait dans le Sénégal et en d'autres secteurs. Oui. Très bien, monsieur Niang. Est-ce que vous avez une présentation d'un document ou bien du projet que vous avez présenté, que vous avez soumis au jury lors de ce concours-là? Oui, il y a un descriptif que j'ai présenté au jury. Je ne sais pas, je vais le partager. Et puis maintenant, la vidéo, on peut l'ajouter à cela. Et je vais partager ça. Oui, c'est bon. Voilà, voilà. Alors dès le départ, attendez, je vais faire rouler la chose. Ah, oh, faut pas. Alors, voilà. En fait, notre projet, on l'a intitulé les deux collines poumons verts, un bouquet de fleurs. Alors, deux collines poumons verts, d'abord, nous allons, quand on dit colline, c'est-à-dire que nous avions un terrain plat. Et nous avons fait un remblai, deux remblais, pour montrer qu'en fait, à l'image des madeleines, sur le plan symbolique, hein, les madeleines, c'est les mamelles. C'est une symbolique humaine, n'est-ce pas? Alors, les poumons verts ici, nous avons fait deux collines. Ces deux collines-là, nous considérons à échéance, seront comme des bouquets de fleurs à l'échelle de la vie. Donc, voilà, déjà, la symbolique est déjà là. Cette symbolique aussi est d'un référentiel culturel veut dire que les pyramides d'Égypte, avant que, par exemple, qu'on puisse avoir des pyramides lisses, mais les pyramides d'Égypte avaient une forme, si vous regardez l'image là, les pyramides d'Égypte avaient une forme en escalier, d'accord? Donc, sur le plan, puisque c'est un concours d'architecture, il faut toujours avoir une référentiel architecturale. Donc, historiquement, les pyramides étaient comme ça. C'est des mastabas qu'on avait superposés en escalier. Donc, les deux poumons verts que nous avons réalisés ont cette forme-là. C'est-à-dire que les arbres sont plantés sous des terrasses et que les terrasses constituent des allées que les gens vont utiliser avec des rampes. D'accord? Et donc, premier symbolique historique. Deuxième élément, ce sont les mamelles. Les mamelles, vous avez deux mamelles avec tout cet escalier-là. Donc, nous sommes à proximité de ces mamelles-là. Donc, nous avons fait, encore une fois, une symbolique qui rappelle les pyramides et qui rappelle les mamelles. Voilà, les deux mamelles. Là aussi, nous avons fait les deux poumons verts, etc. OK? Et après, maintenant, nous avons fait un référentiel sur les enjeux de développement durable. Vous savez que le monde entier a pris des engagements. Les engagements sur la désertification, la sécheresse, les engagements sur la diversité biologique, les engagements sur le développement durable, les engagements sur le climat et le nouveau programme urbain. Donc, encore une fois, nous avons ces référentiels-là qui sont des engagements du Sénégal qui constituent la transition écologique. Là aussi, le projet devait donner des réponses à ce niveau-là. Troisième élément, maintenant, ce sont les référentiels, j'allais dire, scientifiques et techniques. Poumons verts, oui, mais c'est la respiration. Et si vous regardez l'anatomie des poumons, les poumons sont là, mais vous verrez notre projet, il a cette image, disons, encore une fois, de toute l'oxygénation, la lutte contre la pollution. Donc, ces poumons que vous voyez là, la fonction de respiration qui est là, et cette fonction-là qu'on a symbolisée à travers les poumons que vous voyez là. Si je continue le référentiel, là aussi, vous avez, si vous regardez la feuille des plantes croient en spirale, si vous voulez. La spirale, c'est la forme la plus naturelle possible. Et vous voyez les feuilles là qui suivent la tige. Et si vous regardez nos plans, autour des collines, nous avons une spirale, c'est-à-dire une allée qui monte d'en bas en haut en tournant autour de la colline. Et les feuilles que vous voyez là constituent des placettes. C'est-à-dire quand quelqu'un vient dans le parc, il prend la spirale, mais après, à chaque niveau de spirale, il peut retrouver des placettes qui sont en porte-à-faux à ce niveau-là. Et après, il peut continuer. Ça veut dire qu'on n'a pas une position figée. De plus en plus, on monte autour de la montagne, on se positionne au niveau des placettes. Alors, la spirale aussi est une forme naturelle. On le trouve dans le monde végétal. On le trouve dans le monde minéral, c'est-à-dire regardez la coquille
la coquille de l'escargot a aussi c'est une spirale. Donc, la spirale est une forme universelle, une géométrie qu'on peut retrouver dans le règne animal, dans le règne végétal et dans le minéral. Et l'ADN aussi, qui est le code génétique de nos protéines, etc., a une forme en hélice. Donc, encore une fois, nous allons utiliser, encore une fois, un référentiel historique, un référentiel scientifique à travers une nouvelle géométrie, etc. Alors, là aussi, c'est sur le plan architectural. Regardez une fleur. Une fleur a toujours presque, il y en a d'autres qui ont d'autres symétries, mais ici, une symétrie 5. C'est-à-dire que si vous comptez les feuilles d'une fleur, vous avez toujours 5 ici. Ça, c'est le monde végétal. Vous retrouvez dans le monde animal les étoiles de mer. Et dans le monde minéral, vous avez les quasi-cristaux. C'est-à-dire qu'on a utilisé aucune forme géométrique gratuite. Chaque forme qu'on a utilisée a un référentiel. Autant c'est un référentiel naturel, ou un référentiel historique, ou un référentiel scientifique. Et c'est avec tous ces éléments-là que nous avons conçu le projet. Donc, ce référentiel, il est là, et en ce moment-là, et c'est avec ça qu'on a travaillé. Alors, si vous regardez la structure des champignons, quand on dit champignon, c'est une plante déjà. Mais nous, sur le plan, les ingénieurs savent ce que c'est qu'un champignon, c'est-à-dire que vous avez un poteau et un plateau au-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le poteau pour servir de réservoir d'eau. Au-dessus du poteau, on a un plateau qui sert de placette. Et autour du placette, on a une jardinière et une cascade d'eau qui sert d'abri, etc. C'est comme si on a réinventé sur le bas artificiel l'arbre, etc. Et c'est dans cette mimétique bionique qu'on a inspiré notre architecture. Encore une fois, on a tout fait pour ne pas avoir une architecture gratuite. Tout ce qui a été fait était fait dans ce référentiel. Alors, voilà le terrain que nous a donné au niveau donc des 10 hectares, avec une forme non pas bizarre, mais une forme comme une forme de cerf-volant. D'accord? Mais justement, cette forme-là, c'était difficile de l'exploiter, mais nous avons pris la diagonale de cette forme-là et on l'a coupée en deux en insérant dans le parc un boulevard intérieur, mais qui est piétonne, donc la ville dans le parc, et en divisant ça par deux, nous avons eu 2 triangles, et ce sont ces 2 triangles-là qui ont constitué les 2 poumons verts. Et c'est au niveau de ces 2 triangles-là qu'on a les spirales qui montent, et chaque triangle maintenant a une fonction. Le premier triangle, ça, c'est le pôle, la colline, j'allais dire, florale, et l'autre, c'est la colline phonique, c'est-à-dire animale. Donc, les deux, la dualité entre, dans un parc, le côté animal et le côté floral. Ce qui fait que donc, cette division-là, dans l'axe, c'est là où nous avons l'espace public, l'espace polyvalent, et c'est dans cet axe-là qu'il a les 2 entrées dans le parc, ce que j'appelle la clairière, disons, de la forêt, et c'est là où on a toutes sortes d'activités polyvalentes, comme les amphithéâtres, c'est-à-dire comme si, par exemple, les 2 collines constituent des amphithéâtres, et on surplombe la place publique pour voir un peu ce qui se passe. Ce qui fait que Monsieur Niang? Oui. Donc, normalement, c'est au milieu où, justement, vous avez les structures, notamment les amphithéâtres, et en fait, toutes les activités se situent au milieu même de l'aménagement, c'est ça? Exactement. Alors, si vous regardez ce schéma que je vous montre là, vous avez la diagonale qui est là, qui fait des 2 triangles, qui sont les 2 collines, les 2 poumons verts, et dans ce boulevard central-là, qu'on nous retrouverons les portiers d'entrée, la place polyvalente, et tous les éléments énergie solaire, etc., qui fait que si vous regardez bien le schéma, vous voyez que vous avez vraiment les 2 poumons verts qui s'enroulent au niveau donc des collines, et c'est sur ça que nous allons planter. Ça veut dire quoi? L'architecture ici est le support de la végétalisation. La question n'est pas d'avoir les bâtiments à côté, la fleur à côté, l'architecture, puisque c'est au concours d'architecture, l'architecture est le support de la végétalisation. D'accord? Ce qui fait que donc les plantes seront installées sur des terrasses. Et les terrasses vont constituer des allées piétonnes que les gens vont utiliser de fur et à mesure qu'ils montent sur la colline et pour aller vers le haut. Et c'est vers le haut maintenant que nous avons créé les grands bassins d'eau. Parce qu'au centre de chaque poumon vert, vous avez un grand bassin d'eau. Et ce bassin d'eau a 2 fonctions. C'est d'abord d'arroser en souterrain les plantes. Parce que les gens oublient qu'il faut arroser ces plantes-là. La forêt n'est pas une forêt spontanée. Il faut planter et arroser, que ça grandisse. Donc, le bassin d'eau qui sont au centre des collines vont arroser en souterrain les arbres. Et au-dessus, le bassin d'eau devient un élément d'agrément et de microclimat à travers l'évaporation. C'est-à-dire que d'en haut, il y a des cascades d'eau qui vont suivre les placettes qui descendent jusqu'en haut avec un cycle, ce qui fait que l'eau est oxygénée de fur et à mesure qu'il monte, qu'il descend. Donc, agrément au niveau supérieur et arrosage, irrigation au niveau inférieur. Grosso modo, c'est ça un peu
le concept. Maintenant, je vais aller sur le dessin et voilà voilà un peu comment c'est configuré. Vous avez l'axe central qui est le boulevard central polyvalent, piétonne, qui est, etc., entre les deux, avec les entrées. Les entrées, vous avez des bâtiments d'accueil d'information, les bâtiments commerciaux et marketing, les bâtiments administratifs et les bâtiments scientifiques. Et voilà, des deux côtés des poumons. Vous avez la spirale qui monte avec les placettes et au-dessus, vous avez les bâtiments de services, ce sont les restaurants, les cafétérias, un peu les salles de jeu, et en même temps les salles de sport, qui sont vraiment au sommet. C'est-à-dire à l'occasion de ce parc, le parc ne va pas se faire dominer par j'allais dire, le béton qui va tourner autour, comme le cas de Central Park à New York. Central Park à New York aujourd'hui est entouré de tout autour, parce que tout le monde veut voir sur le parc et ça coûte très cher. Et le drame de Central Park aujourd'hui, c'est que l'ensemble des tours font de l'ombre au niveau du parc, ce qui fait que le parc est en train d'être dans le noir. Parce qu'un parc qui n'a pas de soleil, ça ne vit plus, n'est-ce pas? Or, autour du parc, vous avez des immeubles qui montent. Et là, nous avons fait deux collines. Ça veut dire que, quel qu'en soit ce qu'on va construire, le parc ne sera pas dominé par les tours qui sont autour, jusqu'à empêcher d'avoir l'air et d'empêcher d'avoir un peu, j'allais dire, de la lumière. Voilà un peu le grosso modo de ça. Maintenant, je vais avancer là-dessus. Voilà un peu le dessin 3 dimensions qui vous permet de voir réellement en 3 dimensions l'aménagement de ce parc. Alors, c'est en 5 zones. Première zone, c'est l'axe central, qui est l'axe polyvalent que vous voyez en rose, etc., avec la place publique. Deuxième zone, c'est le poumon vert qui est là, qui est l'aspect, j'allais dire, floral, avec les placettes et la spirale qui les accompagne jusqu'au sommet. Le bassin d'eau avec 4 bâtiments, restaurant, cafétéria, avec salle de jeu et salle de sport. Vous avez la symétrie de l'autre côté. Là, c'est le côté phonique, c'est le côté animal. Les animaux ne seront pas en cage. Les animaux seront sur les allées, ce qui fait que quand quelqu'un est là, il peut les apercevoir sur la colline en train de se balader comme tout le monde et de manière assez libre. Ils ne seront pas parqués dans des cages, n'est-ce pas? Ils seront positionnés sur les terrasses, mais on va les apercevoir et dans le décor et ils peuvent bouger comme ils l'entendent, comme les gens vont bouger dans d'autres allées avec des rampes ou avec des escaliers. Et puis après, maintenant, à travers la zone 1 qui est l'espace public, la zone 2, l'espace floral, la zone 3, l'espace, j'allais dire, phonique. À l'extérieur, maintenant, nous avons ce grand boulevard périphérique. Et c'est autour de ce boulevard périphérique, maintenant, que nous avons les placettes. Si vous regardez, bon, il y a des points blancs ici avec des passages sculptés. Ce sont les placettes destinées aux riverains. C'est-à-dire les riverains bénéficient déjà des espaces de placettes et des hygiènes de jeu pour les enfants qui n'ont pas besoin d'aller dans le parc. D'aller vers le parc, d'accord. À minuit. Voilà. Et autour de ça, maintenant, pour terminer, c'est ce qu'on appelle la pépinière. La pépinière, maintenant, c'est les plantes en attente d'être plantées sur le parc. Donc, c'est une ceinture verte qui permet déjà d'avoir une pépinière, comme les gens qui vont vendre des producteurs autour de Dakar, qui sont autour du parc. Et c'est là où les plantes vont grandir et après, on va les amener au niveau du parc. Voilà, grosso modo, le plan de masse et le concept. Et au fond, maintenant, vous avez tous les panneaux solaires qui sont là, avec les lampadaires que vous voyez. Les lampadaires, ce sont des poteaux pour l'éclairage, mais sur ces lampadaires-là, on a profité de la hauteur pour installer des éoliennes. Donc, les éoliennes qui sont sur les lampadaires vont justement alimenter le parc en énergie, etc. Donc, ça, vraiment, c'est le côté énergie renouvelable que nous avons intégré, panneaux solaires et des éoliennes. Voilà, grosso modo, le projet dont on l'a conçu. Merci. Très bien, mais excellent, monsieur Niang. Vraiment, je suis très, très content et agréablement surpris par vraiment ce projet-là, qui est quand même gigantesque. Et je pense que, et ce sera justement la dernière partie de ce webinaire, ce serait bien, même si certains projets n'ont pas été retenus lors de ce concours international d'architecture, que les défis soient adoptés dans les autres capitales régionales, éventuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ça avant qu'on puisse mettre un terme à ce webinaire? Oui, en fait, je le crois, parce que moi, vous savez, ça fait longtemps que je me bats sur ça. Je considère que les grands travaux, quelle qu'en soit la thématique, l'aéroport, le stade, quelle que soit la thématique, au niveau de l'État, chaque fois l'État fait des grands travaux. C'est des moments de recherche et d'innovation qui permettent d'utiliser des nouvelles idées et que ces idées puissent être transférées dans d'autres domaines à l'échelle nationale. C'est en cela que je comprends qu'un projet de grande envergure est un espace d'idées, d'invention et d'innovation et qui peut se démultiplier. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle d'industrialisation. Mais je donne l'exemple de l'Europe, mais
prenez les porte-avions. Mais les porte-avions, on n'en fabrique pas tous les jours. Mais c'est des moments de concentration technologique telle et qui coûte tellement cher, mais supporté par l'État. Et toutes ces idées-là seront transférées dans d'autres domaines. Prenez l'aérospatiale en Europe, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est des moments d'investissement énormes. Mais une fois que c'est fait, le Congrès américain demande quel est l'intérêt de ça dans l'économie. Et il y aura le transfert de ces idées-là au niveau de l'économie. Mais regardez l'informatique. L'informatique était une stratégie militaire. Aujourd'hui, tout le monde est branché. Et pourtant, quand on l'a inventé, c'était top secret. Pareil, l'Occident ne fait que ça. Prenez l'industrie automobile. Mais les courses automobiles, là, les rallyes, là, mais c'est des espaces d'innovation extraordinaires et qui sont transformés dans l'automobile. Prenez la haute couture. La haute couture, ce n'est pas la couture standard. Ça coûte tellement cher, mais après, on va transférer. Il faudrait que ce principe de base, que les grands travaux, c'est des moments d'innovation, d'innovation pour nos pays. Et c'est là où le national a un avantage sur l'étranger. L'étranger, quand il vient dans nos pays dans un concours, il amène sa culture, il amène son industrie. Moi, j'ai créé un groupe international quand je faisais ce concours-là. Mais les inventions sont sénégalaises. Mais si vous prenez un étranger qui vous fait un concours au niveau du Sénégal, qui gagne le concours, mais il ne connaît aucune réalité économique du Sénégal. Et quand il va le faire, il va demander carte blanche pour le réaliser. Et quand il le réalise, il prescrit les techniques qu'il connaît. Ce sont les techniques de son pays qui va transférer au Sénégal. Donc, je veux dire qu'on n'a aucun intérêt, si le concours ne définit pas les principes de base des innovations, pour qu'un étranger le gagne. Parce que l'étranger le gagne, quand il le fait, avec l'urgence de le faire, il ne fera aucune recherche d'innovation, il va que transférer ses résultats au niveau du Sénégal. Voilà un peu, donc, pour dire qu'on n'est pas de fond, mais il y a des enjeux économiques qui sont derrière, qui fait que quand on fait un concours, il faut que le concours puisse positionner que les résultats qui sont réalisés ici doivent pouvoir faire l'objet d'un transfert dans d'autres régions, et c'est en cela que le Sénégal va s'industrialiser, c'est en cela que le Sénégal va se développer. Voilà les enjeux qui sont derrière ces grands travaux. Merci. Merci beaucoup, M. Niang. Merci quand même d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes pour parler un peu de cet important sujet qui est l'aménagement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff. Alors, Amath, on est arrivé au terme de ce webinaire. Nous avons fait quand même un tour d'horizon par rapport à plusieurs questions. Et si tu le permets, on va juste demander à M. Niang de dire son mot de fin en quelques secondes avant de te redonner la parole. Écoute, le mot de passe, moi je vous remercie d'avoir cette initiative de nous interviewer et d'échanger avec nous. En fait, c'est cette dynamique de communication, c'est celle-là qu'il faut. Comme je vous ai dit, après ça, on a fait le concours, mais il faut communiquer. Et là, c'est à moi de vous remercier et de nous donner l'opportunité, encore une fois, de communiquer, d'échanger, pour que je souhaite d'ailleurs que ce que vous avez eu avec moi, que vous puissiez l'avoir avec l'ensemble des participants. En fait, c'est ça la question. La question, c'est le vrai débat et de dégager des perspectives pour l'intérêt du Sénégal. Ce que j'ai fait moi n'est qu'une illustration et que je souhaite que mes collègues qui ont participé, vous puissiez les contacter, eux aussi fassent la même chose et que vraiment, si vous réussissez ça, ce sera formidable. Merci. Très bien, parfait. Merci beaucoup, M. Niang. Merci d'avoir partagé avec nous quand même ces moments d'explication, ces moments d'échange-là. Je pense que l'ensemble des informations que vous nous avez communiquées étaient jusque-là inconnues de l'audience qui nous regarde. Et j'espère que ça a été vraiment très, très bénéfique, en tout cas pour l'ensemble de l'audience de AFSI pour ce salon, cette cinquième édition du salon Mythe Sénégal. Alors, je suis Ahmed Lo. Je suis spécialiste du secteur de l'immobilier, donc du cabinet d'études de AMN Service. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous, avec monsieur Mbacké Niang, donc architecte, enseignant, chercheur et consultant international. Merci beaucoup. Amath, je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur Lo. Merci beaucoup, monsieur Niang. C'était un échange de qualité. Et le paysage sénégalais. Et merci à vous d'avoir participé à ce concours-là parce que vous êtes patriotique et vous vouliez vraiment représenter le Sénégal. Et je pense que ce projet, tel que je le vois, mérite amplement sa place dans les villes qu'on est en train de construire, les villes nouvelles qu'on est en train de construire actuellement. Et je pense qu'il ne faut pas, comme vous dites, attendre que les villes soient construites. Il faut que ce parc-là voit le jour et que les habitations ou les habitants qui vont venir trouvent le parc sur place. Et je pense que ce que je retiens aussi de ça, c'est vraiment que le monde change. Il faut repenser notre façon de penser l'habitat. Cette psychologie-là doit changer. Et comme je dis souvent,
souvent, il ne faut pas, on a la tendance à dire il ne faut pas aller plus vite que la musique, mais là, on a vraiment envie de prendre le pas sur certaines choses et d'aller plus vite et sans plus attendre. En tout cas, merci beaucoup de cet échange et je pense que nos auditeurs qui nous ont suivis aujourd'hui vont apprendre beaucoup sur ce projet-là et sur tout ce qui va se faire sur Dakar. En tout cas, merci beaucoup et je donne rendez-vous à nos auditeurs sur la prochaine conférence. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup et bon courage et bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.